En fait, ce que je critique, c'est le devoir faire couple. C'est pas le couple lui-même. Ce que je critique, c'est l'idée que tout d'un coup, alors que tout est libre, et alors qu'une belle histoire d'amour peut prendre corps, avec tout ce que vous dites sur l'éternité, bon, vous mettez des accents crypto-catho derrière ça. Oh là, catho, vous me connaissez mal, non? Mais oui, mais vous savez, on est tous imprégnés de ça. On est tous imprégnés de ça. Ce que fait Badiou, finalement, bon, il a écrit sur Saint-Paul, etc. Pour moi, c'est crypto-catho, c'est-à-dire l'éternité. Pourquoi on aurait besoin de l'éternité dans l'amour? Pourquoi on s'intéresse pas au moment présent? Il y a l'idée qu'effectivement, quand on crée une relation d'amour, il y a quelque chose qui naît et qui émerge de la relation à deux, qui est proprement éternel. On n'a pas besoin d'un horizon d'éternité promis. L'éternité, elle a lieu quand on vit des moments extrêmement intenses avec l'autre, que notre mémoire en est imprégnée, que notre corps est imprégné du corps de l'autre. On n'a pas besoin de cet horizon qui est en fait l'horizon de la peur de mourir. Au bout du compte, c'est de la peur de mourir, tout ça. Et c'est pas étonnant que les vieux philosophes nous balancent de l'amour tartinette, là, on tartine de l'amour, parce que derrière tout ça, il y a la peur de mourir. Et c'est pas étonnant que c'est plutôt vers la jeunesse qu'une pensée qui consiste à dire on va s'aimer librement, ça veut pas dire qu'on va se consommer, ça veut pas dire qu'on va être cynique et qu'on va s'envoyer des vannes, etc. On va s'aimer libre, on va conjuguer l'amour selon la liberté. Ce que j'analyse dans le livre aussi, c'est la dichotomie qu'il y a entre la libre sexualité possible, c'est-à-dire on peut faire l'amour aujourd'hui sans problème. On nous a vendu, vous savez, le sida, moi j'ai commencé avec Capote, bien sûr, très bien. Donc on nous a vendu le sida comme une catastrophe, c'est-à-dire la fin des années joyeuses et la mort conjuguée à l'amour, etc. Mais en fait, c'est la plus grande bénédiction. L'idée, pas le sida, bien sûr que non, mais l'idée qu'on doit faire l'amour sous préservatif. Ça pourrait être très bien vu, non pas comme un signe de mort et de danger, mais comme une grande bénédiction. Ça permet de faire l'amour avec qui on veut, sans aucune conséquence biologique, je veux dire. Donc, donc pour Don Juan, c'est le nirvana de Don Juan. On aurait pu très bien nous dire, mes amis, ça va être formidable, tu n'auras pas à négocier ton préservatif, ça sera obligatoire, parce qu'aujourd'hui, il y a un danger. Et donc, du coup, t'es totalement libre. On aurait pu dire ça aux gamins de 16 ans, 18 ans. Ne cherche pas à mettre ton sentiment sous contrat. Laisse-toi complètement guider par lui. Si t'as envie d'être passionné, sois passionné. Je vais pas dire, non, tu n'as pas le droit de te passionner. Je suis pas un polyamoureux, je suis pas pour le polyamour. Je suis pour l'amour libre. Pourquoi vous n'êtes pas pour le polyamour? Parce que dire il faut plusieurs, c'est aussi ridicule que dire il faut un. Oui, non, mais oui, de toute façon, militer pour une normalisation de l'amour, quelle qu'elle soit, c'est une espèce d'énorme erreur philosophique. Ce que fait Badiou, c'est juste qu'il dit, finalement, il y a la consommation, c'est une caricature, c'est une manœuvre de sophiste, c'est pas de la philosophie. Il y a les Don Juan qui sont dans l'idée de consommation, etc. Et il y a ceux qui visent l'amour éternel et qui surmontent. En fait, c'est la théorie des magazines féminins du compromis. Vous savez, cette théorie complètement foireuse qu'en amour, à un moment, il faut être adulte, responsable et qu'il faut faire des compromis. Eh ben, ce que je pense, et ma philosophie que j'essaie de mettre en place, c'est qu'il n'y a pas de compromis en amour. Il n'y a aucun compromis à mettre. Cette idée de magazine féminin, vous savez, maintenant, on théorise, c'est tellement appuyé. Vous savez, il n'y a pas que la propagande étatique, etc. Il y a aussi tout ce qu'il y a dans le débat intellectuel. Alors, on a vu que ça marchait plus, le coup, parce que la vérité, c'est que cet accouplement-là, c'est un truc de dinosaure. Et que ça ne marche plus aujourd'hui. Ça ne marchera plus à l'avenir. Avec la connectivité augmentée, avec la possibilité de rencontrer sans aucune conséquence, avec les tests de maternité, de paternité, de pilules, etc., dans le siècle à venir, ça n'existe. L'idée d'une allégeance unique, obligatoire, ne fonctionnera plus. Voilà, je joue mon Nostradamus de la journée. Oui, d'accord. Si vous concevez le couple comme une allégeance unique et obligatoire... Et comment faut-il le concevoir ? Mais c'est à ça que servent justement tous les manuels, les trucs de vie pratique sur le couple. Ou bien je pensais aussi la comédie du remariage. C'est un genre hollywoodien particulièrement savoureux, des films qui montrent comment des couples font les expériences que font tous les couples, des tentations extra-conjugales, etc., éventuellement se dispersent, se séparent, et malgré tout reviennent l'un vers l'autre, parce que quelque chose s'est noué dans un compagnonnage durable qui est très profond, qui est très intense, et dont ils sentent que ça... pour reprendre votre vocabulaire, que ça déploie leur puissance. Et donc, ils se remarient. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont dans l'obligation et la mutilation, parce que j'ai l'impression que ce que vous n'apercevez pas, il y a quelque chose qui est dans l'angle mort de votre vision, c'est que les couples qui durent, précisément, sont très au fait de la multiplicité du désir et des séparations possibles, des échappées, que bien sûr, on ne s'appartient pas complètement et que bien sûr, on ne peut pas se jurer une exclusivité sexuelle absolument éternelle. On le sait. Simplement, tout ça est tenu
dans les espaces d'opacité qu'on se garde. Ça, c'est un autre point que je voudrais discuter avec vous. C'est vous semblez désirer un monde de totale transparence et vérité. Quand vous appelez au libre amour et à la libre sexualité, l'idée, c'est que on puisse passer d'un partenaire à un autre en toute transparence. Je te dis ma vérité. Souvent, vous dites, quand on aura supprimé le mensonge, où est-ce que c'est? Il faudrait que je retrouve cette phrase. Quand on aura supprimé le mensonge, on sera dans le vrai bonheur. Non, c'est Attali, je cite Jacques Attali, qui plaide, qui vous montre... lui emboîtez le pas, hein, vous avez l'air d'accompagner. Là, sur ce terrain-là, je trouve que c'est assez intéressant. On ne le connaît pas du tout sous ce versant de la polygamie. Voilà, donc il est pour une nouvelle polygamie, tout ça. Moi, je critique le mot de polygamie, qui est toujours au détriment de la femme en général. Simplement, ma théorie, c'est que je pense que moi, je suis plutôt Oscar Wilde, quoi. Quand céder à la tentation, de peur qu'elle ne passe. Et le couple, c'est comme, céder à la tentation. Quand il y a une tentation, pourquoi il faudrait résister à la tentation? Vous dites, les couples sont au fait de la multiplicité du désir. Mais les couples qui durent, justement, ceux qui ont... à part nos grands-parents, les couples qui durent, enfin, vous en connaissez, des couples de 30 ans, de 40 ans, qui ont 10 ans d'épanouissement radieux. Regardez autour de vous, là. À un moment, il faut venir aux chiffres, parce que sinon, on part dans un monde de bisounours. Les chiffres, c'est... Moi, je trouve que le monde de bisounours, c'est celui que vous nous promettez quand on sera dans le libre amour. Non. Des bisounours au piment, des bisounours au piment, parce que la réalité pratique, la réalité concrète, ce sont des personnes qui divorcent avec des enfants qui n'ont même pas 10 ans. C'est ça la réalité. Autour de nous, on a, à part nos grands-parents qui sont la référence du couple qui dure, voilà. Autour de nous, on a des gens qui divorcent, on a des mecs qui divorcent, des femmes qui divorcent parce que ça ne tient plus. Et en plus, cet amour éternel qui visait l'éternité finit devant des tribunaux et on se partage la garde du gosse avec des avocats. C'est d'un ridicule plombant. Et moi, je pars de cette réalité-là. C'est-à-dire que l'amour éternel, on bourre le crâne des jeunes filles et des jeunes garçons de 20 ans avec cette idée que l'amour, c'est l'être élu, l'éternité, etc. Et au bout du compte, ça finit dans des tribunaux avec papa-maman qui se font la guerre. Mais alors des guerres, faut voir les guerres qu'ils sont capables de mener. Ça bousille des vies et ça bousille des enfants. Donc je trouve qu'à un moment, il faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a un système, l'encouplement obligatoire, qui ne fonctionne plus. Je ne dis pas qu'il y a un autre système à greffer dessus. Je dis qu'il faut peut-être interroger pourquoi on pousse des jeunes à adopter un système qui aujourd'hui ne fonctionne plus et transforme l'amour en haine. Ouais, bon, c'est une terrible représentation. Vous ne voyez que les divorcés, moi je vois tous les autres, donc qui existent aussi. Ils ne sont pas nombreux, quand même. Non, puis surtout, ce que je trouve perturbant dans l'esquisse d'un autre monde possible que vous proposez, c'est d'abord une forme de transparence et de vérité qui me paraît, moi, une très très grande atteinte à la liberté fondamentale de chacun. Je suis contre la transparence. Voilà, j'ai peur moi de ça me paraît très très dangereux. Et je pense que l'exigence de vérité avec l'autre est une emprise de propriété bien pire encore que l'exigence de fidélité. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en coupler, évidemment. Mais on peut, on n'est pas d'accord là-dessus. Se mentir. Eh ben pourquoi pas, mais garder la part d'opacité, le mystère. Pourquoi s'en couper? Pourquoi dire? Parce que le compagnonnage durable a quelque chose d'une expérience de l'humanité très. On dirait que vous ignorez ce que ça peut faire découvrir de l'humain et de soi-même, de traverser les années, les métamorphoses existentielles, et notamment l'homme, puisque on est parti sur la question de la crise du masculin. Je pense que le masculin peut se réconcilier avec lui-même et sortir des problématiques que vous soulignez tout à l'heure sur les mecs sont dans une crise, on a perdu la virilité et tout. Moi, je pense que les virilités épanouies, les masculinités puissantes, elles se construisent précisément dans le travail du couple, dans la relation durable, dans la fréquentation de la femme durablement. Et pour une femme, d'ailleurs, inversement, hein, l'épanouissement de sa féminité dans le sens d'une puissance vraiment totalement disponible à elle-même et à l'autre. Je pense que c'est dans le compagnonnage durable que, vraiment, quand je disais tout à l'heure, le couple, c'est une école de la puissance. Il y aurait moins de problèmes de masculinité, je pense, dans l'entourage de ces copines dont vous citez sans arrêt les propos, s'il y avait plus justement des mecs maqués et des mecs qui sont grandis par l'expérience, grandis au sens, mais c'est pas juste les mecs qui sont grandis par ça, mais que la subjectivité est épanouie, déployée, développée par l'expérience de la relation durable. Quand on est maqué, ça nous épanouit, c'est ça que vous dites? Bah oui, mais moi j'ai autour de moi plutôt ce genre de cas de figure. On fréquente pas les mêmes, on n'a pas les mêmes copains, j'ai l'impression. Non, parce que moi les mecs maqués, ils sont tous chiants autour de moi. Ah ouais. Ils sont fatigants,
Mais bon, on n'a pas les mêmes... J'ai jamais vu de mecs maqués, comme vous dites, qui sont épanouis, heureux. Oui, peut-être au début, hein, quand ils sont encore dans un amour libre, mais quand ils comprennent qu'ils sont véritablement maqués, qu'ils sont toujours présentés comme le copain de Machinette, quand ils comprennent qu'ils doivent dormir avec Machinette tous les soirs, et que, en général, ils arrêtent de coucher avec Machinette et ils se masturbent devant un film porno plutôt que de coucher avec Machinette. Alors parlons-en de la pornographie. Ah oui. Alors vous avez sur la pornographie des discours extrêmement négatifs. Ça fait assez conservateur. C'est étonnant parce qu'on est quand même dans un texte plutôt progressiste, je dirais, hein, qui essaie d'inventer des modèles de relations très, très différents de ce qu'on pratique aujourd'hui. Donc vous prenez la pornographie, il faut juste que je retrouve ma fiche, voilà, sur la pornographie. Vous tenez des discours particulièrement sévères contre la pornographie. Supposé vidanger, la pornographie vidange l'encouplé d'un trop-plein d'orage. Sur le plan du désir, pas sûr que nous en sortions gagnants. Le drainage virtuel nous assagit et alimente la flemme d'aimer en substituant l'extase technoïde à l'extase des corps désirants. Nous entretenons notre propre pénurie sensuelle, mal sublimée par nos prothèses électroniques, mal comblée par l'assistance gymnique des viandards du porno. Vous parlez plus loin du régime pornographique, où nous sommes harnachés à des treilleuses audiovisuelles qui nous vampirisent virtuellement et sucent nos désirs naissants. Alors d'abord, c'est quand même très bien écrit. Je trouve que, même si je suis pas du tout d'accord, je trouve que c'est joliment dit de vous voir harnacher à vos treilleuses audiovisuelles qui vous vampirisent, qui nous vampirisent. Car il faut quand même préciser que la pornographie aujourd'hui n'est pas consommée que par des hommes, qu'elle est consommée aussi par des femmes, et que les femmes ont des choses à dire sur la pornographie. Et par exemple, Virginie Despentes, qui tient sur la pornographie un discours qui est à peu près aux antipodes du vôtre. Plutôt que de voir la pornographie comme une usine à vider les individus de leur substance, de leur désir, Despentes, qui s'y connaît en la matière, qui a mis en scène dans Baise-moi un personnage d'une nana qui consomme de la pornographie et qui n'est absolument pas vidée de son désir de rencontre sensuelle, bien au contraire. Hein. Ni de sa violence. Oui. Voilà, ni de sa violence. Bon, par ailleurs, Baise-moi est effectivement un roman assez trash, assez violent, mais ce motif de la pornographie est traité plutôt sans violence. Et dans King Kong Theory, texte absolument essentiel qu'il faut avoir lu, si ce n'est déjà fait, elle dit des choses intéressantes sur le fait que la société continue de vouloir enrégimenter le porno, le contenir, l'interdire. Elle dit ceci: le problème que pose le porno, c'est d'abord qu'il tape dans l'angle mort de la raison. Il s'adresse directement au centre des fantasmes, sans passer par la parole ni par la réflexion. L'image porno ne nous laisse pas le choix. Voilà ce qui t'excite, voilà ce qui te fait réagir. Elle nous fait savoir où il faut appuyer pour nous déclencher. C'est là sa force majeure, sa dimension quasi mystique. Ce qui nous excite ou pas provient de zones incontrôlées, obscures, et rarement en accord avec ce qu'on désire être consciemment. C'est tout l'intérêt de ce cinéma de genre, si on aime lâcher prise et perdre connaissance. Et c'est tout le danger de ce même cinéma, si justement on a peur de ne pas tout contrôler. Alors moi, je voudrais ici me faire l'avocate de la pornographie, et notamment de la pornographie consommée par les femmes. Pornographie comme école de son propre désir, découvrir la vérité de son désir, sa dimension bestiale, machinique. Il y a cette vérité-là aussi. Oui, ça me fait réagir. Et donc, je suis confrontée à une réalité de mon désir dont les femmes ont été coupées pendant des millénaires, parce que le désir des femmes, quand même, a fait l'objet, vous le savez bien, je ne vais pas vous l'apprendre, le désir des femmes a fait l'objet d'une espèce de censure absolue. Ça n'existe pas, ou alors c'est le mal, c'est le démon. Bon, une femme connectée à son propre désir par l'intermédiaire de la pornographie fait l'apprentissage. Une femme sodomisée par 10 hommes à la chaîne avec un éclairage d'abattoir, c'est vrai que ça alors d'abord, la pornographie, ça n'est pas que ça, et quand bien même ce serait ça, les fantasmes, enfin, on va pas se mettre à juger nos fantasmes. Ah on peut quand même être assez intelligent pour accueillir l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus divers, y compris les obscurités, les ténèbres et les bizarreries de ces fantasmes. Et c'est une école de vérité, la pornographie, par rapport à ça. C'est une des vérités du désir. Vous y allez carrément, c'est bien. Ah bah, j'ai des couilles. Mais ça m'étonne pas. Vous vantez l'encouplement, donc vous vantez la pornographie. En fait, c'est complètement lié, parce que, si vous voulez, là aussi, c'est complètement has-been. C'est-à-dire que on nous présente la pornographie comme l'avant-garde. Il n'y a pas plus... Non mais c'est réactionnaire. Il n'y a pas plus réactionnaire que la pornographie. C'est la réaction incarnée. Il n'y a pas une once de... Je sais pas, Bon, il y a des artistes. Il y a des artistes qui mettent des corps nus qui font l'amour. Ça, c'est autre chose. Ça s'appelle de l'art. Il y a des vidéos artistiques. C'est même plus de la pornographie, c'est de l'art. Ça vise pas une finalité masturbatoire. Ça vise c'est de l'art. Ça, c'est autre chose. Ça, je rien contre ça. Maintenant, la pornographie industrielle, c'est-à-dire 95% de ce qui se fait aujourd'hui,
qui est d'ailleurs fait à 90% en Californie, qui est un instrument masturbatoire, parce qu'on peut faire des grands trucs lyriques là-dessus, ça reste juste un instrument masturbatoire. Oui, je vais pas dire, tiens, je vais regarder un film porno comme une expérience. Vous n'allez pas vous mettre à tenir des discours contre la masturbation, parce que alors vous qui tout à l'heure récusiez le côté vachement archaïque, le côté catho et tout, la masturbation c'est aussi une école du désir, quoi. C'est comme ça qu'on connaît son propre désir. Non, mais j'ai rien contre la masturbation, mais j'ai rien contre la pornographie en fait. Simplement... vous n'y allez pas de main morte pour dénoncer sa puissance mortifère dans la société. Oui, mais regardez, c'est une dénonciation nouvelle. C'est une dénonciation nouvelle. La plupart du temps qu'on dénonce... Il y a plein de conservateurs qui dénoncent la pornographie aujourd'hui. Non, pas comme ça. C'est un courant hyper représenté. Les conservateurs... arrêtons de faire passer la pornographie comme une sorte d'étendard de la liberté nouvelle. C'est pas ça. Elle est partout. Elle déborde de partout. On clique sur Internet, c'est à 50%, il y a des transactions pornographiques sur Internet. Donc, c'est pas du tout un mouvement de liberté, ce que dit Despentes. C'est totalement faux. Il y a aucune liberté, aucune école là-dedans. Ça dégouline de pornographie partout. On est saturé de pornographie. Vous baladez dans la rue, vous avez des affiches porno avec des gros culs, des gros... on est totalement là-dedans. Moi, j'ai commencé avec la pornographie, j'avais 14 ans. On a tous commencé avec Canal+ encrypté, à essayer de se masturber en ayant le cryptage. Voilà, et en disant c'est ça l'amour, et en étant d'abord écœuré par le côté viandard qu'on voyait, et puis on y prend goût, on arrive à... Oui, c'est une école de... on peut voir les gros plans sur l'éjaculation faciale qui est tout le temps récurrente. Ah ça, oui. Alors ça, je reconnais que l'éjaculation faciale est un signe, effectivement, de domination masculine. Cunilingus, pipe, on fait l'amour, sodomie bien sûr, et éjaculation faciale pour finir. Ouais. Donc, sauf qu'à un moment dans votre texte, vous soulignez que il y a... Pardon de rentrer vraiment dans les détails, je pense qu'il faut éloigner les enfants maintenant. Que la jouissance anale pour un garçon, ça peut être pas mal aussi. Et que ça se pratique plus maintenant parce que vous dites sous l'effet de la pornographie, en gros, les gens osent plus, quoi. Et bien sûr qu'il y a une vertu désinhibante de la pornographie, qu'ayant vu faire des choses, on peut avoir davantage la liberté de les faire soi-même. Oui, c'est comme la fellation, c'est vrai que dans les années... oui, bien sûr. En ce sens, oui, ça banalise des pratiques, donc c'est bien, mais ça banalise aussi des sodomies qui sont faites sans préparation, c'est-à-dire en fait de la torture. Oui, parce que écoutez. C'est comme bon. Mais on parle de sexe ou on parle pas de sexe. Si on parle de pornographie, on parle de pornographie. Je veux dire, vous savez ce que c'est de dépornographier un homme? Dépornographier un homme? C'est-à-dire le faire fermer les yeux et le faire se coller à la femme quand il fait l'amour. C'est extrêmement dur. Je pense qu'on met 10 ans. Ça m'a frappé cette phrase quand vous dites effectivement pour apprendre aux hommes la vraie rencontre, la vraie extase. Non, pas la vraie. Ce serait fermer les yeux. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait renoncer à la vision pour que... Et pourquoi il faudrait paniquer? Parce que ouvrir les yeux, c'est le visage. C'est une manière d'être complètement dans la rencontre avec l'autre et d'assumer ce que l'acte sexuel. Parce que sinon, l'acte sexuel, les yeux fermés, peut donner l'impression d'être une masturbation réciproque. Lacan dit ça, il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a que deux jouissances qui se cherchent l'une avec l'autre, mais dans un rapport d'instrumentation. Alors que ouvrir les yeux, c'est ne pas perdre de vue que c'est avec l'autre que ça se passe et que c'est dans son visage et son énigme et son mystère que se joue quelque chose qui nous donne accès à la jouissance. Je dis pas, il faut faire l'amour les yeux fermés. Et je dis pas, il faut faire l'amour les yeux ouverts. Je dis, faites l'amour comme vous le sentez. Non, vous dites, faites l'amour les yeux fermés. Je suis désolée, mais il y a quelque chose de prescripteur dans votre texte. Pas du tout. D'abord, il faudra me laisser répondre juste un peu. Allez-y, pardon, je vous coupe trop. Donc, la pornographie, le problème de la pornographie, d'abord, c'est évidemment tous les stéréotypes qui sont absolument les mêmes. Il n'y a aucune inventivité là-dedans, avec des catégories, etc. Ces stéréotypes-là, on met 10 ans pour essayer d'en sortir. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre une fille à distance, parce qu'on est dressé pour ça, et tout d'un coup, les jeunes qui ont consommé de la pornographie et commencent à faire l'amour, se trouvent dans le film porno. Ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de miroirs, ils ont besoin de voir effectivement la femme. Pas avec votre élan poétique, avec simplement l'idée que je suis exactement dans le film. C'est une sorte de film interactif. Voilà à quoi se réduit l'acte sexuel dans la pornographie. Le deuxième problème, c'est la consommation. La pornographie entre complètement dans le capitalisme, ça va complètement avec, et c'est vraiment l'idée d'une consommation. Tu as un désir, tu peux consommer. Le désir, la jouissance est un objet de consommation, et donc ça marchandise. Ça transforme l'acte amoureux, qui est pour moi un acte assez poétique, même s'il y a des grandes sodomies et des grandes éjaculations faciales, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la poésie humaine, de la rencontre humaine et du sentiment, ce qui n'existe pas dans la pornographie. Il n'y a pas de pornographie de l'émotion et du sentiment. C'est toujours la nana qui fait « Oh, je ne veux pas, là.
et le mec qui dit je veux, et puis la nana elle veut, le mec il veut et tout le monde est content. Donc pour moi c'est réactionnaire, c'est barbare et c'est fasciste, c'est fascisant. Il y a un climat fascisant, la pornographie est souvent plaidée par des femmes qui sont... Il est où le fascisme de la pornographie? Le fascisme, c'est l'interchangeabilité des êtres, c'est-à-dire les culs sont des culs, les chattes sont des chattes, les seins sont des seins, on clique, je veux des gros seins, on a des gros seins, c'est-à-dire on compartimente le corps humain, on en fait des denrées de consommation et on transforme le corps en marchandise. Le fascisme est dans l'idée d'une hiérarchie systématique entre l'homme qui domine et la femme qui est soumise. Et la femme n'est pas soumise dans la pornographie. Oui, je sais, elle est libérée, mais je connais ces théories qui sont en fait des théories... Mais c'est pas une théorie, enfin, c'est une observation. La femme est totalement soumise, la femme c'est la secrétaire, c'est l'infirmière, etc., qui se fait retourner dans tous les sens. Et le mec qui consomme la pornographie régulièrement, comme en général c'est un mec frustré parce qu'il est devant son écran et qui est plutôt qu'aller draguer les nanas dans la rue, il est complètement sevré, il est complètement rassasié. À la moindre bandaison, il clique et gratuitement sur Internet, il a ce qui va lui enlever sa bandaison. Quand vous allez à l'étranger, attendez, juste laissez-moi juste finir cette idée. Quand vous allez à l'étranger et que vous êtes complètement addict à la pornographie, c'est que vous avez besoin de pornographie pour vous masturber, ce qui est très très commun aujourd'hui, je vous le garantis, chez les hommes. On peut se masturber en fermant les yeux, excusez-moi pour fermer les yeux, et imaginer et fantasmer. C'est un truc très très difficile quand on est en régime pornographique, parce qu'on a besoin, on a besoin de cette prothèse pour pouvoir nous masturber. Donc je suis pour la vraie masturbation, celle qui est capable de solliciter les fantasmes, ce que la pornographie interdit. Donc ou alors on pense aux images récurrentes des films porno, ça existe. On peut même faire l'amour à une femme en pensant à l'image. Oui, voilà, c'est ça être un homme. On peut avoir des scénarios. C'est ça le masculin, effectivement, il y a un problème. Et c'est ça la pornographie, ça nous atteint profondément. On met 10 ans pour fermer les yeux, c'est-à-dire s'abandonner à l'autre, s'abandonner réellement, se coller au corps de l'autre. Cette position qui n'existe pas dans la film porno, puisqu'il faut tout le temps que la caméra soit là, donc il faut toujours une distance dans les corps. La pornographie, c'est ce paradoxe qui consiste à trouver des positions où il y a une distance maximale pour qu'on voit le phallus tout puissant pénétrer. C'est de la réaction, et tous ceux qui plaident la pornographie la plupart du temps sont soit des aficionados du couple. Pourquoi? Parce que le couple ne peut devenir que si le mec il est sous perfusion porno, en général. Ben oui, parce que sensuellement, s'il veut être fidèle vraiment, s'il veut jouer la carte de la fidélité sexuelle, s'il n'y a pas la pornographie, il pète totalement les plombs. Et deuxièmement... Rappelez toujours qu'il y a des couples qui tiennent avec un contrat un peu plus souple que cette idée d'une exclusivité sexuelle. Ce qui fait que ça dure précisément, c'est que... Alors pourquoi couple? Pourquoi? C'est ça la question. Parce que je disais tout à l'heure. Mon petit copain, regarde, c'est de l'officialisation qu'on cherche dans le couple. C'est-à-dire quand vous allez avec une soirée... Vous dites, c'est mon petit copain, c'est ma petite copine, et c'est une sorte de flicage mutuel. Et moi, vous pouvez savoir l'ironie que j'ai en regardant ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux tenir ce discours que si je suis pas en couple. Parce que dès qu'on est en couple, on tient votre discours. Et j'ai eu des plateaux télé entiers, et ça c'est très intéressant dans cette connexion-là, faudrait faire un arrêt sur image là-dessus. Quand on est à la télévision et que vous avez plein de gens, et vous parlez du problème du couple, etc., il y a que les gens qui arrivent à faire ce qu'ils disent dans leur vie qui sont capables d'avoir cette liberté de penser. C'est où la liberté d'aimer rejoint la liberté de penser. Si vous êtes en couple et donc si votre petit machin ou votre petit bidule truc vous regarde à la télé, vous pouvez pas du tout vanter les mérites d'une sexualité. C'est très intéressant. Donc mon discours n'est valable que si dans ma vie j'ai pas quelqu'un qui va me frapper à la maison et me stigmatiser. Voilà. Donc pour la pornographie, la nouveauté de l'angle de l'attaque que je mène contre la pornographie, c'est pas les stéréotypes, c'est pas ce que je viens d'énumérer. Stéréotypes, problèmes d'amour conditionné, fantasmes récurrents comme une sorte de prothèse fantasmante, qui est une sorte de mini Viagra qui permet d'avoir une érection, etc. Ma critique, elle est que la pornographie nous seuvre complètement. On n'a plus faim, on tombe dans la flemme d'aimer. Et quand vous arrêtez la pornographie, quand vous êtes bien addict, et que vous allez à l'étranger pendant quelques jours, et que vous n'avez pas accès parce que votre hôtel est pourri, et qu'il n'y a pas la connexion Internet, et que vous ne pouvez pas avoir la pornographie, vous retrouvez quelque chose, après 3-4 nuits de masturbation frénétique sans pornographie, ce qui est très dur et ce qui dure longtemps, vous retrouvez tout d'un coup l'idée que c'est peut-être les femmes qui sont autour de vous et qu'il va falloir faire un geste, aller les séduire, aller les draguer, etc. Vous retrouvez ce désir. La pornographie, c'est la technologie de l'allergie des désirs. Dès que j'ai un désir, je dois l'évacuer. Et je regarde mon film porno pour l'évacuer. On a perdu la gourmandise, on a perdu la soif. Et jamais l'hypothèse que l'expérience du désir redéclenche l'expérience du désir. Enfin, et quand même, il n'y a pas de désir dans la consommation pure. La pornographie, c'est tellement puissant ce qu'on voit dans les films porno. Les femmes sont tellement absolument belles et sexuelles. Les
situations sont tellement érotiques. La première fois quand on se masturbe et qu'on a 20 ans, 25 ans, on se dit mais pourquoi dans la vie c'est pas comme ça? C'est vraiment le truc, ça n'existe pas ce qu'on nous montre. On essaie de le mettre en place, mais ça devient tout de suite sordide. Les soirées échangistes, c'est complètement sordide par rapport aux films de cul super bien éclairés, etc. Donc la pornographie, c'est ce qui va aider justement la frustration sexuelle. C'est en fait complètement puritain. C'est un instrument totalement puritain pour éviter qu'on fasse l'amour, qu'on drague dans la rue, qu'on se séduise et qu'il y ait ce sentiment, cet éros frénétique et libre. C'est absolument contre la libre sexualité. Donc voilà, c'est pas du tout réactionnaire de critiquer la pornographie dans ce sens-là.